Le rideau est tombé sur un spectacle, dont le scénario semblait écrit avant même le coup d'envoi. Ce que l'on a vécu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations n'avait rien du suspense haletant d'une vraie compétition. Tout ressemblait à une pièce jouée d'avance, dirigée avec une main experte par Fouzilja, assistée dans l'ombre par Samuel et Eto'o. Dès les premiers jours, les indices s'accumulaient. Planning taillé, sur mesure, déroulement fluide pour certains obstacles, surprenants pour d'autres. Difficile de ne pas y voir une chorégraphie bien huilée avec des rôles distribués à l'avance. Tandis que quelques équipes semblaient promises à la lumière, le reste du plateau jouait les seconds rôles figés dans un script rigide. Le Cameroun, prétendant naturel au trône, s'est vu freiné par des décisions arbitrales, pour le moins douteuses, qui ont sapé ses efforts et éteint l'élan de ses joueurs. Mais plus troublant encore, pas une voix ne s'est élevée, ni du côté de la fédération, ni chez les joueurs. Ce mutisme soigneusement gardé n'a fait qu'attiser les soupçons que cache donc ce silence assourdissant. Ce qui frappe encore plus que le silence lui-même, c'est son timing troublant. Il coïncide étrangement avec les applaudissements publics de Samuel Eto'o, adressés à Fouzilja et à la Fédération royale marocaine. Une ovation qui, pour nombre d'observateurs, n'avait rien d'anodin. Elle sentait fort le remerciement stratégique, comme si l'odeur de l'argent et des arrangements politiques flottait encore dans l'air. En décortiquant les faits, certains en sont venus à penser que des nations comme le Cameroun et le Nigeria n'étaient pas venues pour brandir la coupe, mais plutôt pour empocher des dividendes. À l'opposé, le Maroc, en quête d'un sacre attendu depuis plus d'un demi-siècle, s'est lancé dans la bataille avec un appétit féroce. Cela s'est vu une intensité dans chaque action, un engagement qui transpirait la soif de victoire. Le match contre le Nigeria, remporté durant les prolongations, et non sur la roulette de la séance de tir au but, en fut le parfait exemple, un triomphe construit à la sueur des joueurs, non à coups de sifflets douteux. Le spectacle lui était bien là, le reste, à chacun de lire entre les lignes. Les rumeurs n'ont cessé d'enfler, et avec elles, les discussions enflammées autour d'un arbitrage devenu synonyme de scandale. Aujourd'hui, la CAN ne ressemble plus à un tournoi où l'on célèbre le talent et le fair-play, mais à une grande scène où tout semble dicté par les coulisses et surtout par ceux qui y tirent les ficelles. Ce ne sont plus les crampons qui font la différence, mais les mallettes et les relations. Les critiques pointent du doigt une confédération africaine de football de plus en plus malléable, façonnée par les puissances de l'argent et les jeux d'influence devenus l'instrument docile de quelques décideurs bien placés. À leurs yeux, la compétition a troqué son honneur contre un scénario écrit d'avance. Les applaudissements d'Eto'o, eux, sont lus comme un aveu discret. Les dés étaient pipés, les gagnants déjà choisis, avant même que le premier ballon ne roule. Pire encore, des incohérences criantes dans l'arbitrage ont mis en lumière ce que beaucoup redoutaient, un réseau opaque façon mafia, interne, opérant depuis les entrailles de la CAF, manœuvrant les résultats selon son propre agenda, loin de toute logique sportive ou éthique. Il n'aura échappé à personne que la route tracée pour le Maroc jusqu'en finale n'avait rien d'un exploit inattendu. Bien au contraire, elle ressemblait davantage à l'exécution minutieuse d'un plan méticuleusement ficelé pour mener le pays haute jusqu'au sommet. Match après match, chaque résultat semblait n'être qu'une pièce de puzzle, s'imbriquant dans un scénario cousu de fil blanc. Des analystes l'ont martelé, cette édition est l'exemple parfait de ce qui arrive lorsque le football devient l'arène des jeux d'influence où les actions sur le terrain pèsent moins que les tractations dans les coulisses. Dans ce théâtre d'ombre seul, les équipes Sudouane soutenues par un réseau financier ou politique solide
peuvent prétendre à un rôle principal. Les autres, de simples figurants chargés de rendre le spectacle crédible. À ce stade, parler de compétition équitable relève presque du fantasme. La CAN, dans sa version actuelle, a pris des allures de production bien huilée, dirigée par une élite invisible mais omniprésente. Ce n'est donc pas un hasard si les félicitations d'Eto'o à Fusile-ja ont été vues comme le clou du spectacle. Une reconnaissance subtile que le script avait été respecté à la lettre. En dépit du vacarme causé par les soupçons, les polémiques et les décisions douteuses, le Maroc lui a continué à livrer un football de haut niveau. Sur les pelouses épargnées par l'arbitrage discutable, les Lions de l'Atlas ont montré qu'ils pouvaient gagner proprement sans l'ombre d'un coup de sifflet biaisé, de quoi faire vibrer leurs supporters. Pourtant, ailleurs, l'ambiance était bien différente. Le public, qu'il soit arabe ou africain, oscillait entre indignation et sidération face à la magnitude des magouilles et au chaos organisationnel de cette édition. Au fil des matchs, un constat glaçant s'imposait, la CAN avait perdu une partie de son âme. Deviner l'identité du champion avant même le coup d'envoi n'était plus une théorie du complot, mais une triste réalité confirmée par les analyses. Cette édition restera comme un cas d'école de manipulation sportive, où le favoritisme arbitral et les intérêts de coulisses ont volé la place d'une vraie compétition. Même mal jouée, la pièce de théâtre que fut ce tournoi a révélé à quel point les leviers financiers contrôlent désormais les moindres recoins du jeu de la sélection des arbitres, jusqu'au sort des équipes sur le terrain. Ce que les supporters attendaient, c'était un tournoi propre, une bataille loyale entre les meilleures équipes du continent. Ce qu'ils ont eu à la place, une farce bien huilée où le football a été relégué au second plan sacrifié au profit de petits arrangements entre puissants. L'illusion d'un championnat équitable s'est rapidement dissipée, laissant place au sentiment persistant d'une mise en scène orchestrée dès les premières secondes. La dernière édition de la CAN n'était pas une simple compétition sportive, elle s'est transformée en test grandeur nature de la résistance des équipes face à la corruption rampante et à l'arbitrage partial. Même avec la victoire du Maroc, l'ombre des tractations obscures et des décisions arbitraires continue de planer sur l'ensemble du tournoi. Cette édition s'illustre comme un cas d'école de ce qui se passe quand l'argent et les intérêts privés dictent les règles du jeu au détriment de la vérité du terrain. D'ailleurs, le fameux message de félicitations d'Eto'o à Legja a été perçu comme la cerise sur le gâteau, une validation silencieuse d'un résultat qui n'avait rien de spontané. Mais réduire cet événement à un simple tournoi qui se termine serait une erreur. Il s'agit plutôt d'un miroir déformant qui reflète l'ampleur de la mainmise financière et politique sur tous les rouages de la compétition, depuis la phase de groupe jusqu'à la remise du trophée. Ceux qui ont regardé attentivement ont vite compris les chemins étaient tracés, les scénarios rédigés et même les décisions arbitrales semblaient suivre un plan précis. Ce que beaucoup dénoncent aujourd'hui, c'est une structure taillée sur mesure pour favoriser certains pays et quelques visages bien connus dans les sphères dirigeantes, pendant que les sélections sans influence, comme celle du Cameroun, jouaient les figurants dans un spectacle où les premiers rôles étaient déjà attribués. Et lorsque les sifflets douteux viennent plomber les matchs décisifs, la trahison devient flagrante. Les efforts des Lions indomptables ont été étouffés, non pas par le jeu, mais par des décisions aussi absurdes qu'inexplicables. Ce qui a le plus surpris dans cette affaire, ce n'est pas tant ce qui a été dit, mais ce qui ne l'a pas été. Le mutisme de la fédération camerounaise, doublé de l'absence totale de contestation officielle, a laissé les observateurs bouche bée. Un silence si pesant qu'il a fini par parler plus fort que n'importe quelle déclaration. Pour beaucoup, cette inaction n'était pas de la retenue, mais la preuve d'arrangements discrets conclus loin des projecteurs.
Et comme pour couronner le tout, Samuel Eto'o, figure emblématique du football africain, a adressé ses félicitations à Fouzi Lekdjaha et à la Fédération royale marocaine. Un geste perçu par nombre d'analystes, non pas comme une simple formule de politesse, mais comme un clin d'œil appuyé à des tractations déjà bien ficelées où les résultats n'étaient menés plus à faire de performance, mais d'alignement d'intérêts. Il fut un temps où la Coupe d'Afrique brillait comme symbole de mérite et de compétition authentique. Mais cette époque semble révolue. Aujourd'hui, le tournoi ressemble davantage à une machine au service de quelques mains invisibles qui tirent les ficelles du football continental. Ce que révèlent les performances et les résultats de cette édition, c'est que même si le Maroc a démontré un vrai savoir-faire sur le terrain, son ascension s'est jouée dans un décor contaminé par les jeux de pouvoir et l'influence de l'argent. Une victoire, certes méritée à certains égards, mais obtenue dans un cadre où la neutralité et l'équité ont été sérieusement mises en doute. La frontière entre sport et stratégie politique n'a jamais été aussi floue. Les dégâts causés par ces manipulations ne se limitent plus aux simples résultats sur le tableau d'affichage. C'est la réputation même de la Confédération africaine de football qui vacille, emportant avec elle la foi des supporters et le crédit accordé à l'ensemble du tournoi. Aujourd'hui, chaque faute d'arbitrage, chaque score surprenant ou décision controversée semble s'inscrire dans une mécanique bien huilée, destinée non pas à servir le jeu, mais à satisfaire des intérêts beaucoup plus sombres, financiers, médiatiques, voire politiques. Le terrain n'est plus le seul théâtre des opérations dans les coulisses d'autres acteurs invisibles, mais tout aussi puissants tirent les ficelles. Ce ne sont plus seulement les joueurs qui décident de l'issue d'un match, mais ceux qui orchestrent l'envers du décor. Cette réalité dérangeante pousse à s'interroger sérieusement sur le futur du football africain. Comment espérer bâtir une compétition saine si les fédérations nationales peinent à défendre les principes de justice et d'équité? Et quel rôle entend encore jouer la CAF si elle laisse son autorité se dissoudre dans les calculs de couloir? Ce que révèle cette édition, c'est un renversement des valeurs. Le mérite sportif a cédé sa place à la manœuvre tactique. La victoire ne récompense plus forcément les efforts sur le terrain, mais les stratégies dans les bureaux. On en vient à se demander si désormais la réussite ne dépend pas davantage d'une bonne connexion politique que d'un bon plan de jeu. Malgré une maîtrise technique remarquable et des performances solides, la victoire marocaine semble s'être jouée bien au-delà de la ligne de touche. Ce n'est plus un secret dans l'ombre. Les architectes du tournoi avaient soigneusement préparé le terrain, posant pierre par pierre les fondations d'un triomphe anticipé. Ce contexte met cruellement en évidence à quel point les compétitions africaines peuvent être fragiles lorsqu'elles se retrouvent à la merci de réseaux d'influence et d'intérêts croisés. Il devient urgent de remettre à plat les règles du jeu, d'y injecter une dose réelle de transparence et de restaurer l'équilibre pour ne pas sombrer dans une mascarade permanente. Désormais, supporters, journalistes et analystes regardent la CAN avec un œil plus lucide. Le mérite sportif ne suffit plus à expliquer une victoire. Pour comprendre ce qui se passe, il faut aussi lever le rideau sur les tractations de coulisses, les flux d'argent et les pactes muets qui redessinent dans la compétition avant même le premier coup de sifflet. Ce constat fait froid dans le dos, il jette une ombre menaçante sur le futur du football africain. Car au-delà des polémiques, ce sont surtout les jeunes talents sans appui financier, les équipes sans gros sponsors et l'essence même de la compétition qui en sortent fragilisées. Ce que cette édition laisse derrière elle n'est pas qu'un palmarès ou quelques belles actions, c'est une cicatrice profonde dans l'histoire du sport continental. Elle montre que dans certains cas, les réunions à huis clos pèsent bien plus que les exploits sur le gazon,
et que les décisions administratives peuvent suffire à effacer les plus beaux efforts collectifs. Face à cela, un sursaut s'impose. Il est temps pour les acteurs du football africain de revoir en profondeur leur structure. Transparence, régulation, responsabilité, voilà les piliers à rebâtir si l'on veut que la CAN retrouve la stature et la crédibilité qui ont fait sa grandeur. Ce tournoi, aussi critiqué qu'il soit, doit servir de détonateur. Un signal d'alarme pour lancer enfin les réformes de fond impliquant chaque maillon de la chaîne des fédérations nationales aux grandes instances internationales. Tous doivent agir pour que la confiance revienne. Pour que demain, les jeunes footballeurs africains puissent évoluer dans un environnement où la compétence prévaut sur les passes droits. Cette édition restera gravée comme un tournant peut-être douloureux mais nécessaire. Elle rappelle que seule une vigilance collective et un engagement réel permettront de réconcilier la CAN avec ce qu'elle devrait toujours être une vitrine d'excellence où la victoire se mérite sur le terrain et non dans les couloirs feutrés du pouvoir.